l'organisateur de forum, que je remercie effectivement pour son effort et ses appuis et son encouragement aussi. Sans trop retarder, nous passons maintenant à l'objet de notre forum qui concerne l'ensemble de la session des conférences. Comme vous savez très bien, la thématique choisie la thématique que nous avons choisie, et nous passons directement à la session des conférences. C'est bon. Je peux commencer. Chère audience, le pilier 2 du plan Maroc vert concerne les zones les plus difficiles, localisées au niveau des montagnes, plaines et plateaux, constituant les écosystèmes les plus riches du royaume. Alors, quelle est la part du secteur forestier dans l'élaboration et l'application du pilier 2 du plan Maroc vert? C'est dans cette optique que nous invitons M. Libia, chef service suivi et évaluation, représentant le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, pour présenter la première conférence portant sur le pilier 2 du plan Maroc vert en appui au développement du secteur forestier. À vous la parole, monsieur. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs et surtout les élèves ingénieurs d'avoir pris cette forte initiative et cette ouverture sur les différents acteurs concernant la gestion des ressources naturelles. Je tiens à remercier également l'École nationale, le staff, l'École nationale forestière, l'ingénieur et le staff des enseignants d'avoir donné également cette initiative à nos collègues ingénieurs pour débattre sur une thématique assez importante dans la mesure où également nous sommes donc dans les journées de la tenue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et au Islam. Donc c'est parfaitement, ça épouse en quelque sorte ce débat aussi bien national et international. Donc sans trop tarder, le sujet qui nous interpelle aujourd'hui s'intitule le pilier 2 du plan Maroc vert, quel apport et quel appui au développement des secteurs forestiers. C'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à une sorte de questionnement. C'est dans quelle mesure ce pilier 2 du plan Maroc vert apporte ou bien présente, constitue une aubaine et une opportunité pour le développement de notre secteur forestier. Alors, le plan de notre présentation s'articulera autour de... Tout d'abord, on va commencer par la présentation d'une sorte de diagnostic de la forêt marocaine et du secteur forestier. On va passer par la suite à débattre à étudier les enjeux stratégiques, c'est-à-dire entre les deux stratégies, aussi bien la stratégie du Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, et la stratégie du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, donc présentée bien évidemment par son plan Maroc vert. Troisième point concernera donc étudier les éventuelles convergences entre les deux stratégies, du Haut Commissariat et du MAPLA, et quelles sont les différentes opportunités et les champs d'appui qui peuvent apporter donc le plan Maroc vert, et notamment le pilier 2 de ce plan à notre secteur forestier. Et enfin, nous terminerons bien évidemment par une conclusion et quelques recommandations en la matière. Donc, le domaine forestier, comme vous le savez tous, couvre une superficie globale de 9 millions d'hectares, dont 5,8 millions d'hectares boisés, ce qui représente à peu près 8% comme taux de couverture national. Cependant, ce taux de couverture cache certaines disparités au niveau, lorsqu'on passe d'une région à une autre, dans la mesure où ce taux de couverture, qu'on peut le voir à partir de notre cas, ce taux de couverture, il y a une certaine variabilité intra-régionale. Nous assistons à des taux de couverture assez
dans le RIF, et bien évidemment dans le web, dans le site Sahara Marocain, donc nous avons un taux de couverture assez faible. Et à travers cette carte, on peut déjà peut-être voir un peu la problématique globale au niveau de notre pays, là où il y a donc parce que donc, nous avons à peu près 93% des territoires nationaux, elle est donc aride. Donc cette forêt, donc, elle appartient donc, à l'État, c'est à la population qui en a le droit d'usage, bien sûr à des fins domestiques et non pas commerciales. Donc la forêt, bien évidemment, il joue plusieurs rôles, une multitude de rôles, donc des rôles environnementaux, à travers la protection des agglomérations, la protection des nappes phréatiques, ainsi de suite. Des rôles socio-économiques assez importants également. Nous avons quelques indicateurs quand même qui illustrent cette importance, ce rôle primordial en matière de développement socio-économique. Par exemple, la forêt contribue par 30% des bilans énergétiques au niveau national, production de 17% des besoins de surface, et bien sûr qu'elle fournit plusieurs millions de journées de travail par an aux usagers. Donc la forêt contribue à hauteur de 2% du produit intérieur brut agricole, dans la production des richesses nationales, dans la mesure où elle contribue entre 15 à 25% à la croissance, comme taux de croissance dans la participation de la richesse au niveau de l'économie marocaine. Donc cette forêt, comme elle a été dit tout à l'heure par mon collègue, c'est la même. Cette forêt constitue donc, elle n'est pas isolée en elle-même. Ça c'est bien connu, mais c'est un système, constitue un système ouvert à son environnement. Donc c'est un système qui est ouvert, dans la mesure où nous assistons à une armada de communes rurales, une population habitant qui est estimée de l'ordre de 7 millions de personnes qui vivent directement au dépend de notre patrimoine forestier. Donc il y a une certaine interaction entre l'ensemble des composantes du système de production au niveau de l'espace, au niveau d'un territoire donné. Donc la forêt, c'est une composante principale, si on ne peut pas dire qu'il constitue un engrenage assez interne par rapport aux autres systèmes de production, à savoir l'élevage, qui est pratiquement en grande majorité pratiqué au niveau des forêts, de nos forêts, et également l'agriculture, donc il y a une très grande interaction entre les différents systèmes de production, donc forêt, espace agricole et espace pastoral. Donc il y a une population usagère assez importante, comme on l'avait dit, et à travers cette population et à travers ce système, cette interaction avec les autres systèmes de production de l'espace, nous assistons malheureusement à une pression, donc à des contraintes d'ordre humain et d'ordre naturel. Principalement, il y a donc une pression humaine et pastorale assez poussée dans notre forêt. Donc la charge, elle dépasse de loin donc, les capacités productives ou bien les capacités pastorales dans notre domaine forestier. Et bien évidemment, les changements climatiques, comme vous le savez tous. C'est un autre problème qui aggrave encore la situation de notre donc ce qui engendre des déséquilibres au niveau de notre système domaine forestier. Là, à travers donc, quelques indicateurs, nous pouvons noter cette pression, notamment humaine. Nous enregistrons annuellement à peu près de l'ordre de 30 000 délits constants, ce qui est énorme. Et ces délits ne sont pas, il y a d'autres délits bien sûr qui ne sont pas comptabilisés, et ces délits portent gravement atteinte à notre couvert forestier. Donc de là, on peut déjà voir un peu que la problématique humaine a un poids assez important, et le coût de la dégradation
dégradation, si on s'amuse un peu de l'estimer, donc la dégradation de la forêt, que ce soit la dégradation des terres de culture, la dégradation des terres des parcs ou l'envasement des barrages, nous avons à peu près de l'ordre de 3 milliards de dirhams perdus annuels, ce qui est quand même une masse monétaire assez importante. De cette dégradation, donc, nous devons penser tous, l'ensemble des acteurs, à prendre des mesures ou bien voir quels sont les mécanismes adéquats pour inverser ces tendances de dégradation et rétablir les équilibres, malheureusement, qui est perdu. Face à cette situation, nous avons tous, que ce soit donc le commissariat des forêts et les autres acteurs intervenants du département ministériel, notamment le ministère de l'Agriculture, on va le voir tout à l'heure, cette interaction avec le pilier 2 notamment, donc plusieurs défis à relever. À titre d'exemple, donc la recherche de nouveaux équilibres et de modes de gestion compatibles avec les conditions socio-économiques et environnementales du Maroc, le développement intégré des zones forestières et forestières par la recherche d'autres sources de revenus alternatives au profit des populations locales, bien sûr, la conservation des ressources en eau et la maîtrise de la dégradation du sol à l'amont des bassins d'action, et enfin l'atténuation des rythmes de la désertification et de la déperdition de notre biodiversité. De là, il s'avère urgent de penser à d'autres politiques, je dirais, politiques novatrices, par le trichement et par le biais de politiques publiques spatiales, intégrées et territoriales. Donc nous allons voir un peu les enjeux, les stratégies qui ont été produites dans ce sens, à des fins de relance de cet équilibre, à la recherche de cet équilibre. Donc en ce qui concerne le Haut Commissariat des Eaux et Forêts, brièvement, sa politique peut être illustrée à travers cette diapo. Nous avons passé des planifications stratégiques à travers les plans stratégiques élaborés, donc à savoir les plans nationaux d'aménagement des bassins versants, le plan directeur des reboisements, le plan directeur des aires protégées, le plan directeur de lutte contre les incendies, le plan LCD de lutte contre la désertification. Mais ce sont des stratégies, comme vous le savez, des stratégies, ça reste des stratégies s'ils ne sont pas donc opérationnels sur l'espace, dans l'espace. Et donc nous avons passé d'une planification stratégique à une planification opérationnelle, bien évidemment avec deux portes d'entrée, la spatialisation, la territorialisation et la lutte contre la désertification, pour aboutir à un programme décennal opérationnel. Donc il n'est pas stratégique, parce que donc, pour opérationnaliser les choses, on doit passer à des programmes concrets qui peuvent être réalisés sur le terrain. Et à travers ce programme décennal, nous contractons des contrats-programmes annuels, donc, qui comportent une centaine de projets répartis sur l'ensemble des régions des royaumes. Donc des contrats-programmes. Et ces contrats-programmes, c'est négocié entre l'administration centrale et les différentes directions territoriales, donc relevant des hauts commissariats des eaux et forêts. Quant à la deuxième stratégie des plans marocains, donc il a fixé des objectifs ambitieux. Bien évidemment, l'agriculture constitue un enjeu majeur pour notre pays. Donc, il y a, en termes de croissance, comme j'avais dit tout à l'heure, donc il représente une masse critique importante pour la croissance du pays. Et donc, nous avons mis le paquet dans cette stratégie qui est vraiment importante et constitue un apport décisif pour le développement socio-économique, et notamment dans les zones en milieu rural. Donc, brièvement, les objectifs stratégiques, je vais citer quelques-uns. Donc, la conservation et valorisation des ressources naturelles. Voilà donc un objectif stratégique important qui est directement lié à nos objectifs en tant que commissariat aux eaux et forêts. L'amélioration des conditions de la qualité de vie des populations également, donc dans les zones périforestières, l'assistance aux populations vulnérables, etc. Mais l'objectif ultime, c'est donc lutter contre la pauvreté en milieu rural, notamment pour tout ce qui est dicté au niveau des piliers 2 des plans marocains.
Donc si on s'amuse à voir un peu quels sont les points de rencontre entre la stratégie des hauts commissariats aux eaux et forêts et la stratégie du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, nous arrivons tout simplement à dire que la finalité des choses est la même, que ce soit au niveau des hauts commissariats, que ce soit au niveau du plan marocain. Donc les objectifs recherchés sont pratiquement les mêmes à long terme. Donc la conservation des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique des populations rurales en particulier. Voilà donc à travers cette convergence entre les deux stratégies, nous pouvons dire que les trois piliers du développement durable, à savoir donc les piliers économiques, social et environnemental, sont bien représentés au niveau des deux stratégies. Donc il y a une certaine complémentarité, mais il va falloir la saisir sur le terrain. Donc via des projets donc, concertés et viables donc, à moyen et à long terme, dont l'homme, bien sûr, constitue le facteur clé du programme de développement au niveau des deux stratégies. L'analyse également des concepts et des approches de mise en œuvre donc, qui ont été prévues au niveau des deux stratégies, elle intériorise tout simplement les mêmes démarches à travers une approche participative partenariale, avec une logique d'une gestion beaucoup plus axée sur le résultat que d'une gestion axée sur la logique des moyens. Donc lorsqu'on dit la logique du résultat, bien évidemment, il y a des ingrédients. Tous les ingrédients nécessaires sont réunis au niveau de ces concepts, à savoir donc une responsabilisation accrue des gestionnaires, une sorte de contractualisation donc, entre les différents partenaires et bien sûr la reddition des comptes. C'est donc la culture d'évaluation et la culture de rendre compte pour un peu pousser les gestionnaires à réaliser les choses dans les bons et dans les règles de l'art. Quant au pilier 2, donc, qui nous intéresse le plus, de voir un peu quel est son apport à notre secteur forestier. Le pilier 2, il constitue donc un pilier assez important dans la mesure où il prévoit donc l'amélioration des conditions de vie de 600 à 800 000 exploitations agricoles. Et plus particulièrement au niveau des zones délabrées, des zones marginalisées, des zones de montagne, des zones de oasis. Et c'est là où on a vraiment les problèmes. C'est là où il y a la pression humaine, donc elle est vraiment assez importante. Donc le pilier 2, c'est une opportunité, donc carrément, on va le dire, donc c'est une opportunité pour le secteur forestier. Il faut la saisir. Donc pour accompagner ce développement périforestier et alléger la pression sur les ressources forestières. Donc l'accompagnement, il s'agit d'un accompagnement solidaire de la petite exploitation via des projets de reconversion vers des filières les plus adaptées et les plus attractives. Et vraiment, ce mot-là, plus attractif, m'a vraiment attiré l'attention parce que vraiment, c'est le bon mot qu'il fallait mettre. Donc, pour le secteur forestier, nous avons beaucoup d'opportunités à saisir, beaucoup de produits attractifs qui peuvent faire l'objet de projets vraiment intéressants pour les populations locales, les riverains, qui peuvent donc améliorer leurs revenus et donc alléger la pression. Et donc également, il y a des projets d'agrégation sociale vers les acteurs les plus défavorisés, de la mesure où donc, ce plan marocain, il propose donc une sorte d'ingénierie territoriale, donc une sorte de regroupement. C'est le cas de nos coopératives forestières, par exemple. On peut passer ils doivent donc être transformés en véritables petites et moyennes entreprises qui peuvent être regroupées, comme c'est le cas dans certaines régions, en groupement d'intérêt économique et JE, le groupement d'intérêt économique, qui constituent de véritables entreprises grandioses, entre guillemets, qui peuvent être donc des porteurs de projets intéressants et donc pousser un peu, améliorer l'économie locale. Donc, ils sont de SPL, de systèmes de production localisés,
on va gagner beaucoup plus en termes de rendement d'échelle, etc. Et c'est vraiment important. Donc ce pilier 2, il constitue une opportunité, une aubaine pour le secteur forestier, notamment pour la mise à niveau des secteurs fragiles dans les zones périforestières et la lutte contre la pauvreté. Donc cette pauvreté, malheureusement, à travers les études socio-économiques qui ont été réalisées à travers plusieurs projets, cette pauvreté dans ces milieux délabrés constitue vraiment un problème central. C'est vraiment la problématique. C'est vrai, il y a d'autres problèmes techniques, mais le problème majeur, c'est cette pauvreté. Et constitue un problème central. Il y a beaucoup de causes, donc on peut le débattre par la suite, beaucoup de causes, et vraiment les conséquences sont néfastes aussi bien sur les ressources naturelles, aussi bien sur les autres aspects. Et malheureusement, donc cette pauvreté aggrave la situation et engendre une certaine de vulnérabilité des exploitations agricoles. Et il y a une sorte, même, on peut aller loin, parmi ces conséquences, il y a une sorte d'exode rural, ce qui perturbe même le marché du travail urbain. Parce qu'il y a une fuite des populations du milieu rural vers le milieu urbain. Vraiment, ça perturbe, ça déséquilibre même le marché urbain. Et bien sûr, il y a d'autres effets négatifs. Et là, donc, à travers cette diapo, on peut déjà penser à un champ important d'appui qui peut apporter dans ce pilier 2, qui peut porter plusieurs projets, appuyer le secteur forestier à travers, par exemple, la valorisation des produits forestiers. Par exemple, l'organisation des filières, les femmes, les gagner, nous avons beaucoup de filières. Le partenariat, donc ça va nous aider plus à contracter des conventions de partenariat avec les différentes parties prenantes. L'association et l'organisation des populations, je pense que j'ai sauvé une slide, je ne sais pas si c'est là. Il y a une slide pour concrétiser les choses. Je donne l'exemple des aménagements des forêts. Nous avons passé d'une approche monolithique de production, donc vers les années 1914, etc., à une nouvelle approche d'aménagement actuelle, donc qui est beaucoup plus holistique, dont l'approche participative ou partenariat constitue l'ossature de la démarche. Et j'allais dire également un deuxième exemple, c'est en termes d'organisation des populations, tout ce qui est association et cette organisation des populations, à travers les compensations des mises en défense pour accompagner un peu la reconstitution de nos écosystèmes. Et l'aspect également coopératif, nous avons enregistré également des résultats quand même assez intéressants qui peuvent être appuyés par le plan noir. Là, donc, je reviens donc, le champ d'appui, il est important. Donc, j'avais dit tout à l'heure, la valorisation des produits forestiers, très intéressant. Le partenariat, l'association et l'organisation des populations usagères, ça a été bien poussé au niveau des piliers Maroc vert. Donc, c'est une opportunité importante pour nous. Et bien évidemment, les projets socio-économiques collectifs à travers cette promotion d'HGR, etc., etc. Donc, il y aura, à travers ce pilier 2, émergence de plusieurs projets. Et pour nous, donc, ils vont concilier entre les impératifs de conservation de nos ressources et bien évidemment le développement local, l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc les impacts attendus sont multiples, aussi bien sur le plan social, économique, au niveau des filières, développement des filières et au niveau environnemental. Je ne vais pas me tarder là, mais les conclusions en termes de cette présentation, on peut dire déjà que la finalité de l'appui du plan Maroc vert est vraiment multidimensionnelle. Et elle sera donc de créer un environnement favorable à un développement socio-économique et environnemental, préserver les ressources forestières et atténuer la pression, la diversification et le développement des activités génératrices de revenus autour des produits de terroir, des filières forestières, et va obtenir également des résultats conséquents dans la lutte contre la désertification et la pauvreté. Et bien évidemment, le problème va nous aider également à favoriser une certaine sécurité alimentaire. Donc pour
finir ma présentation, je peux dire deux choses importantes, que l'appui du plan Maroc vert au secteur forestier, elle est vraiment elle est claire, mais il va falloir quand même travailler à la base pour une meilleure synergie, une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, donc entre le Haut Commissariat, le ministère de l'Agriculture, les collectivités locales, les autorités locales et bien évidemment les ONG, etc., etc. Et les programmes d'action également de ce pilier 2 sont à concevoir également en harmonie avec les atouts et non pas avec les contraintes des espaces forestiers dans une logique bien évidemment de développement durable. Ainsi prend fin mon exposé. Merci de votre attention. Merci M. Al-Aribia, représentant du Haut Commissariat aux eaux et forêts et l'agriculture des certifications. Le deuxième pilier du plan Maroc vert concerne l'accompagnement solidaire de la petite agriculture. Pour bien comprendre la part du plan Maroc vert dans le développement de l'agriculture solidaire et surtout la part des produits de terroir dans la réalisation